suis Alexis Ferbeuf, je dirige la société Newton Studio et comme de nombreux Français, on est tous impactés aujourd'hui par ce qui se passe au niveau du confinement et est venue l'idée de ce programme Restons à la maison. Je voulais déjà parler un peu avec toi Jonathan, comment tu vis tout ça, comment ta vie s'est réorganisée avec toutes ces nouvelles? Alors déjà, c'est vrai que on a été surpris par ce confinement. Et puis alors le quotidien, je t'avoue que je pensais avoir du temps, beaucoup de temps. J'en parle dans mon livre d'ailleurs pour lire plus, regarder des films que je n'avais pas vus, m'occuper de ma petite fille. Et c'est vrai que le travail, du coup, avec donc ce concept de télétravail en même temps, prend beaucoup de place. Et c'est vrai qu'au final, ça donne des journées très chargées où j'ai pas beaucoup de temps entre la famille et le travail. On n'a pas beaucoup de temps de faire autre chose finalement, et je suis assez surpris à ce niveau-là. D'accord, donc tu pensais peut-être avoir plus de temps pour faire des choses que tu n'avais pas le temps, mais paradoxalement, Ouais, t'étais alors très après, il se trouve booké. que exactement. Alors après, il se trouve que mon activité, donc la télévision, les programmes, du fait de la situation, demande d'être très présent à distance parce que il y a des programmes qui ont été annulés, il y a des programmes qui peuvent plus être tournés puisque nous sommes confinés. Il y a un certain nombre de programmes qui éditorialement sont un peu décalés par rapport à l'humeur du moment, donc ça demande d'être un peu sur la brèche en permanence. Donc c'est vrai que ça donne du boulot, je m'en plains pas, mais ça donne du boulot. Et puis c'est vrai que donc j'ai été un peu surpris de voir qu'entre le télétravail et puis avoir les enfants à la maison et au quotidien, on n'a pas toujours l'habitude, mais c'est vrai que c'est très mobilisateur. Donc effectivement, ce qu'on appelle peu de temps mort, comme on dit. Voilà. Donc tout est beaucoup plus timé. Comment tu t'organises toi dans la journée? La journée commence par un appel avec le boulot vers 9 heures, et puis ensuite donc la matinée est assez prise. On se relaie avec ma compagne. Ensuite moi je donne à manger à la petite, sieste. Ensuite je rebosse à partir de 14 heures jusque 20 heures en m'occupant un peu de la petite, etc. Mais c'est vrai que ça fait des journées assez chargées, quoi. Voilà. Et alors justement, le monde de la télé, tout le monde est touché là à différents niveaux. Comment tu vois l'impact toi côté médias et côté télévision finalement? L'impact déjà, comme je te disais, en termes de programme, il y a un certain nombre de redéploiements. Donc il faut, dans le moment qu'on traverse, trouver des nouveaux programmes qui pourraient être en réactivité avec le public. Il faut être très présent sur l'information parce que les gens ont besoin d'être informés de ce qui se passe, ont plein de questions, on n'y voit pas clair sur un certain nombre de sujets. Donc c'est pour ça que la parole des femmes et hommes politiques est très prisée aujourd'hui, est très demandée par le public. La parole des médecins, la parole des scientifiques. Donc il y a un vrai besoin d'information qui s'exprime, et ça donne lieu à de très 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 fortes audiences des journaux d'information, des différentes chaînes, que ce soit en continu et même évidemment des chaînes gratuites, des chaînes hertziennes, généralistes, pardon. Et il y a également un besoin de penser à autre chose. Donc ça, c'est le deuxième volet, et de se distraire, de se divertir, d'évacuer un peu ce contexte très anxiogène pour les gens, et donc de se tourner vers des émissions d'humour, avec de l'humeur ou des films pour un peu s'évader et penser un peu à autre chose, quoi. Voilà. Donc il y a cette deux dimensions, cette volonté de s'informer, avec des journaux d'information plus longs, plus costauds, plus musclés, avec beaucoup d'interviews de spécialistes, et ce besoin d'évacuer un peu cette pression du moment avec de l'humeur, de l'humour, des films. Et alors, comment tu vis justement, toi, l'importance médiatique que couvre tout ce sujet? Parce que ça peut être aussi très anxiogène, on suit ça au jour le jour, il y a les nouvelles dans France et dans le monde entier. Comment tu trouves, toi, la couverture globale de tout ce qui se passe? Écoute, pour l'instant, je trouve que les médias sont à la hauteur, en tout cas. Enfin, je veux dire, il y a pas de côté un peu gênant, il n'y a pas d'erreur manifeste. Enfin voilà, je trouve que le ton pour l'instant est le bon. Les médias essayent d'informer du mieux qu'ils peuvent avec les informations dont ils disposent. Donc je trouve que pour l'instant la couverture média autour du virus, de la vie quotidienne, de tous les aspects concrets du virus, ça se passe bien. Oui, il y a un gros travail d'information et c'est très exhaustif. Dans des conditions qui sont très très compliquées pour les journalistes, hein. C'est-à-dire que
conditions sanitaires, conditions de tournage, pour exercer leur métier sont vraiment difficiles. Donc c'est doublement méritoire ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est de la vraie prise de risque, ça, au niveau assurance et tout ça. C'est vrai que là, comment ça se gère, ça, côté production? Au niveau il faut prendre le maximum il faut prendre le maximum de précautions, désinfecter, prendre toutes les précautions sanitaires qu'il faut, et puis les agences de presse qui tournent doivent faire des roulements entre leurs journalistes. On comprend, il y a des mesures sanitaires qui sont prises pour limiter les risques, mais évidemment dans un contexte compliqué. Toi, tu vois une interruption, donc c'est quoi? Ça veut dire là, les gens sont quand même continuent à travailler, il n'y a pas encore de chômage partiel ou de choses comme ça? Non, au niveau les journalistes qui le peuvent travaillent, ouais, parce qu'il y a, je te dis, il y a un besoin d'information et de comprendre ce qui se passe et d'alimenter des journaux télévisés et des magazines qui est important. Alors aussi une question là, allons plus sur le thème de Vite et de ton livre. C'est vrai que donc t'as beaucoup écrit sur ce sujet, sur ce rapport au temps. Tu disais qu'on était tous pris dans nos vies finalement très trépidantes et prenantes du travail. Là, on se retrouve avec un gros coup d'arrêt et tout le monde se remet évidemment à revaloriser l'aspect personnel et à relativiser. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur la durée, sur les gens, sur leur manière de bosser, sur le rapport peut-être aussi aux nouvelles technologies et à utiliser le télétravail de manière plus forte? Comment tu vis tout ça, toi qui as écrit précisément sur le sujet? Ouais, là, c'est très intéressant. Alors moi déjà j'ai écrit sur le sujet, mais c'est vrai que je m'attendais pas à un ralentissement. Enfin, dans le bouquin, je préconise un ralentissement, mais plus volontaire. Là, c'est vrai que le ralentissement est subi. Il est subi. Alors après, est-ce que ça laissera des traces pour la suite? Est-ce que ça va donner des habitudes aux gens? Tout dépendra de la durée. Tout dépendra de la durée du confinement. C'est-à-dire que si ça dure 15 jours, si ça dure un mois, si ça dure 45 jours, ça aura pas le même impact, déjà. Et puis ensuite, il y aura quand même une volonté à la fois économique, sociale, de redémarrer très vite et de préparer la reprise. C'est-à-dire que là, économiquement, on va prendre un très très gros coup. Et puis il y aura une volonté de se remettre en action et de repartir vite, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à imaginer que le ralentissement va se prolonger et qu'on ne va pas essayer de repartir le plus vite possible pour justement pallier les carences de ces 2-3 mois d'apathie économique. Tu penses que sur l'usage des nouvelles technologies, on voit bien que là, on serait très démunis sans téléphone, ordinateur, écran de télé et mobile. Ouais, ça c'est sûr. comment tu vis ça? Non, ça c'est sûr que tout le monde se réjouit d'avoir les nouvelles technologies, d'avoir Internet, de pouvoir communiquer, de pouvoir continuer à échanger, de pouvoir continuer à travailler. Donc là, on se rend compte quand même que ça fait partie de nos vies aujourd'hui, mais on n'aurait pas Internet, on n'aurait pas les réseaux, on n'aurait pas un certain nombre d'outils. On serait quand même bien embêté. Donc ça, c'est vrai que c'est un fait assez marquant. Deuxième fait marquant, c'est le télétravail. C'est vrai que ça, je pense que ça développera considérablement le télétravail, où les gens se rendront compte qu'ils arrivent tout à fait à être chez eux et simultanément à travailler. Soit ils se rendront compte, pour ceux qui ont une vie de famille, etc., que c'est peut-être un peu plus compliqué de passer des semaines à la maison avec son ordinateur et que le bureau et le cloisonnement entre la vie professionnelle et la vie personnelle est peut-être plus souhaitable. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on est au milieu du gué. Le télétravail était en fort développement depuis quelques années. Là, c'est vrai que de passer plus d'un mois chez soi à faire du télétravail, je suis pas certain que ça pousse vraiment au développement à tout craint du télétravail, parce que c'est pas si évident que ça finalement. Et la barrière boulot vie personnelle est pas si inutile. Oui, elle permet de remettre un peu de régularité et d'équilibre. Un peu d'équilibre, de savoir quand on est à la maison, on se consacre à soi, aux autres, à sa famille, à ses activités personnelles. Quand on est au travail, on est au travail. Là, c'est vrai qu'il y a une espèce de cloison qui a été abattue, et donc tout est mélangé. On a des appels personnels et professionnels en même temps. On a son ordinateur, on répond à un mail, on repasse à la cuisine. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce de mélange des genres qui est un peu troublant. Il faudra mettre de l'ordre un peu là-dedans et de voir comment est-ce qu'on ressort de cette période à ce niveau-là. C'est pas faux. Et sur le besoin de divertissement, toi et ta famille, tu ressens
plus de besoin de se divertir ou pas forcément parce qu'on est un peu troublé finalement? Alors on a... Écoute, oui, on a besoin de penser à autre chose. Alors c'est vrai qu'il y a deux choses. Si tu veux, à la fois, on se laisse hypnotiser et on a du mal à décrocher des chaînes d'infos et des journaux télévisés parce qu'on veut en savoir plus, on veut savoir comment le virus se propage. On attend tous les soirs les derniers chiffres officiels. On attend de savoir combien va durer le confinement. On est pris dans un espèce Oui. de feuilleton quotidien qui nous hypnotise d'une certaine manière. Et arrive un moment où on a une espèce de geste de retrait, où on a envie de passer à autre chose et de regarder quelque chose de très différent, ou de lire un livre, mais de s'extraire un peu de ce quotidien qui est quand même très angoissant pour l'instant, quoi. Donc il y a ces deux mouvements qui sont intéressants. D'ailleurs, tu as vu la hausse du succès des plateformes en ce moment. Tu les regardes aussi pas mal, ou les séries et tout ça? Oui, mais c'est surtout la télévision là qui augmente. On est à 4h39 de consommation quotidienne en moyenne. D'accord. On connaît une hausse de la durée d'écoute par individu qui est colossale. Là, on est à plus 40% par rapport à l'an dernier, à la même date. Donc, on voit bien que quand les gens restent chez eux, ils regardent beaucoup la télévision. Donc c'est pas si mauvais que ça pour la télévision. C'est dur côté production et conception, mais côté diffusion, Pour il y a... l'audience télé, pour l'audience télévision, l'audience télé monte. Voilà. Après, c'est dans des conditions extrêmement particulières. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est intéressant pour revenir ce que je trouve intéressant par rapport à ce que j'écrivais dans le livre, donc vite, c'est que on est au cœur de l'épidémie, c'est quand même la pandémie maintenant, c'est quand même la quintessence de la vitesse, si tu veux. C'est-à-dire que Oui. c'est la contagion, c'est une croissance exponentielle de l'épidémie dans le monde et en France aussi. On y répond par le confinement, à savoir par l'immobilité, la fixité. Ouais. Donc on a d'un côté une vitesse absolue, une vitesse prodigieuse d'expansion de l'épidémie, et de l'autre on a une réponse qui est dans l'immobilité, dans la lenteur d'une certaine manière, en restant chez soi. Donc je trouve ce double mouvement est interpellant, quoi. Bah oui, on a presque l'impression que c'est un signal qu'on nous envoie à ralentir un petit peu quand même, hein. Je sais pas si c'est un signal, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de répondre à la vitesse par l'immobilité, quoi. De répondre à la vitesse par la lenteur, par la fixité. Oui, ce qui est quand même l'ironie dans une société qui va à fond la caisse, quoi. Dans une société qui va à fond la caisse, on se stoppe et on essaye de stopper cette vitesse folle par une certaine immobilité. Et comme par rapport à la relation à autrui, enfin l'altérité, on est dans une logique où pour préserver l'autre et protéger la relation à l'autre, c'est-à-dire de prolonger la vie en communauté ensemble, avec d'autres individus, il faut rester seul chez soi. Ça aussi, je trouve ça philosophiquement intéressant de se dire que pour protéger la relation à autrui, il faut pas le voir, il faut en tout cas s'en couper. Oui, ça c'est sûr. Ça fait aussi partie de la période actuelle et je trouve aussi ça, c'est à prime abord, ça interpelle. C'est pour ça qu'on était tous, enfin, moi, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait du monde dans les parcs, etc. On a du mal à intégrer, de se dire que pour protéger les autres, il faut pas les voir.